Ça va? Oui, ça va. Là, Denis. Je me suis battu, on s'est battu. Et finalement, c'est un peu un aboutissement quand même de le voir dans le box des accusés. Jean-François Roche avait 12 ans quand un homme d'église a volé son enfance. Soutenu par son épouse, Jean-François rejoint une dizaine d'autres victimes présumées du prêtre au tribunal de Saint-Étienne. Ça va? Salut mon Dieu. On y est. Enfin. On y est. Il est où Jean-Luc? Jean-François se retrouve immédiatement à moins d'1 mètre du prêtre. Régis, tu me reconnais? Tu me reconnais, Régis? Jean-François Roche? À cause des journaux, décidons. Régis Perrard, 85 ans, l'ancien aumônier des camps de vacances, est poursuivi pour agression sexuelle sur mineurs. Tu veux pas demander pardon? Donc Régis, c'est pas possible d'avoir un pardon. Humblement. Pour Jean-François, les faits sont prescrits. Dans ce procès, il sera seulement entendu comme témoin. L'ancien prêtre ne comparaît que pour un seul cas d'abus sexuel. Pendant 5 heures, les témoignages s'enchaînent. Régis Perrard reconnaît certains faits, mais conteste avoir violé Jean-François. Le délibéré aura lieu dans 1 mois. C'est l'histoire de centaines, sans doute de milliers d'enfants, abusés, manipulés par des hommes d'église. Des enfants emmurés dans le silence et dans la honte. C'est l'histoire d'une institution qui a protégé les siens au détriment des plus faibles, les enfants. L'omerta est aujourd'hui brisée. Jean-Pierre Sautreau dit avoir été abusé par 2 prêtres. Il est passé de l'ombre à la lumière grâce à sa plume. Il y a eu sûrement plusieurs centaines d'enfants abusés sur une trentaine d'années, sur 25-30 ans. Aujourd'hui, il parcourt la Vendée pour essayer de libérer la parole des autres. Dans le Cantal, cette famille est anéantie. 4 de ses 7 enfants auraient été abusés par le même prêtre entre 2014 et 2018. Ça me dégoûtait. J'avais envie de partir. Quand toute une institution est mise en cause. La hiérarchie couvre. La hiérarchie cache. Jean-François Roche, lui, avait 12 ans quand sa vie a basculé. Je pense que je serai habité jusqu'à la fin par ce viol. Enfin, Olivier Savignac a subi à l'âge de 13 ans les attouchements de l'aumônier d'un camp de vacances. Il se bat pour que l'Église assume son immense faute jusqu'au Vatican. Je suis en colère contre cette mécanique du silence qui a été perpétrée. C'est criminel. C'est l'histoire de victimes autrefois isolées. Aujourd'hui, avec leurs paroles, elles changent le cours de l'histoire. C'est dans l'ombre des montagnes d'Auvergne que se sont joués il y a 1 an des événements dramatiques. Dans le village de Massiac, une famille doit réapprendre à vivre. Parce que les pays sont mal placés. Christophe et Sylvie sont les parents de 7 enfants, de 13 à 23 ans. Un poisson pané et... 4 d'entre eux disent avoir été abusés par l'ancien prêtre du village, pour certains durant plusieurs années. Annabelle a 13 ans, c'est elle qui a rompu le silence. Et toi, comment tu te sens? Mal. Tu ressens quoi? De la colère. Quand il a essayé de te faire ce bisou et de te toucher les fesses, tu t'es dit quoi? C'est quoi qui t'est passé par la tête?
Bah, il a pas le droit de faire ça, c'est pas normal. C'est arrivé combien de fois avec toi? Une fois. 3 de ses frères, eux, auraient été abusés à de nombreuses reprises. Ludivine, la sœur aînée, a été épargnée. Mais comme le reste de la famille, elle est brisée. D'abord, j'y croyais pas. Et après, de la colère. Beaucoup de colère. Et un peu de culpabilité aussi. Parce que j'y allais des fois. Chez lui. Et jamais toute seule avec eux. Et une fois, je suis partie et j'ai laissé Louis tout seul là-bas. Donc, de la culpabilité. Il était gentil. Il nous achetait des trucs. Donc, il y avait des cadeaux, il y avait les ordinateurs, les téléphones, les gâteaux, les pizzas. La liberté, quoi. Philippe Pouzet, 64 ans, est aujourd'hui en détention provisoire, mis en examen pour atteintes sexuelles et viols aggravés sur mineurs. Il a reconnu les agressions sexuelles, mais rejette les accusations de viol. Philippe Pouzet aurait manipulé la famille entière en profitant des circonstances. Une fratrie nombreuse, des parents très pieux et Sylvie, la mère, gravement malade. Mais la première fois qu'il m'a demandé pour en prendre 2, ne serait-ce que dans la journée, il m'a dit que ça serait pour me reposer. Parce que j'étais fatiguée, très fatiguée. C'est quelqu'un qui était proche de la famille. Hein. Ils avaient tendance à l'appeler tonton. Tonton. C'est un bien grand mot. Nous, on n'a rien vu. Hein. Nous, on n'a rien vu. À Massiac, l'affaire a éclaté quelques années après le début des faits incriminés. Le plus souvent chez les victimes de prêtres, une chape de plomb s'installe et elle s'enferme dans le silence pendant des décennies. Dans le cas de Jean-Pierre Sautreau, il a duré 60 ans. Ce retraité a écrit un livre pour briser le tabou. Ce livre-là secoue beaucoup, et puis je reçois des dizaines de témoignages, des dizaines et dizaines de témoignages. Parce que c'est... Jean-Pierre a 11 ans quand il entre en pension dans un établissement catholique de Vendée. La dédicace est l'occasion d'évoquer de douloureux souvenirs avec d'anciens camarades. Je me connais depuis les années 60, donc ça pose un sacré problème. Ça veut dire qu'on était ensemble à Chavalier? T'as pas connu ça, toi? Non. T'as connu que la discipline et tout le reste? Oui. C'est ça? Oui. Vous ne saviez rien? Non. Non. Ah, bon, si, l'affaire des 2 sixièmes qui avaient été virés, oui, sixièmes, Oui, qui avaient été virés, mais ils avaient tout de suite... Et c'était quoi cette histoire? J'avais été retrouvé avec un surveillant, c'est ça? Avec vague, un surveillant. Vous aviez entendu des choses? Mais vague. Donc les 2 sixièmes, on les a virés, puis lui, on l'a mis... On l'a mis au givre à l'époque. On l'a mis dans une paroisse, comme ça. Bon. Et ça vous fait quoi d'entendre ça 50 ans après, d'entendre ces histoires? Avec tout... ça révolte. D'abord, c'est une révolte, hein, parce que... On est à une centaine d'enfants. Alors, bien sûr, sur une trentaine d'années. Oui, si tu veux. oui. Mais sur notre période à nous, je pense qu'on est une cinquantaine. Ce récit de notre enfance commune, avec pour toi la chance d'avoir échappé au pire. Voilà. Salut. Le pire, Jean-Pierre l'a gardé secret pendant longtemps. Il confie ne pas avoir été abusé par un prêtre, mais par 2. Des scènes dont il se souvient encore dans les moindres détails. On monte en confession dans leur chambre-bureau. Donc nous, on est agenouillés sur un prie-dieu. Je sens que, sous prétexte un peu de me consoler, de prendre tout d'un coup, il y a la main sa main vient sur moi, comme ça. Mais je prête pas trop attention, dans le sens où je sens. On peut penser que c'est une main consolatrice, hein, donc la main dans les cheveux, la main sur le cou, la main sur les épaules, la main sur les bras, voilà. Et à un moment donné, sa main est descendue. Les culottes courtes étaient formidables pour eux parce que c'était un moyen de passer la main sous la culotte, quoi.
Jean-Pierre se souvient de tout, mais aura mis des années à en parler. Pour d'autres, le traumatisme de l'agression est tel qu'il l'occulte. Une amnésie qui dure parfois des décennies. Cela fait à peine 2 ans que Jean-François se souvient du drame qu'il dit avoir subi. C'est en revoyant une photo de l'ancien prêtre Régis Pérard que tout a ressurgi. Et si je me souviens bien, nous, les petits, on était sous les marabouts. Et les moniteurs, ils étaient sous des tentes de l'autre côté. C'est ça. Jean-François s'est décidé à revenir en Savoie, là où, enfant, il a passé 3 semaines dans un camp de vacances. On se gare là, on ira à pied. Animé par le père Régis Pérard. C'est un des endroits qui m'a le plus marqué. Je le revois en aube, les bras levés. Comme Jean-François, environ 1500 jeunes ont participé à cette colonie. Combien d'entre eux sont passés entre les mains du père Pérard? Mais le chemin est exactement comme avant, il n'y a rien de changé, vraiment. Pierre se dit victime du même prêtre que Jean-François. Je l'imaginais beaucoup plus grand, le chalet, mais parce que j'étais tout minot. Et voilà, c'est ça. T'avais quel âge? 12 ans. 12 ans. On le souhaite. Tu avais le père Pérard qui était ici, qui surveillait les douches, parce qu'il fallait absolument surveiller les douches. Et donc les ados montaient dans la douche, enlevaient le slip, et puis ils venaient à 4 ou 5, et puis ils passaient chacun leur tour sur la douche. Il avait une emprise sur nous tous. Voilà. Il pouvait se permettre des choses qui étaient pas normales, quoi. Grave même. Grave, voilà. C'est à l'intérieur du chalet que Jean-François dit avoir été violé. Il n'y est jamais revenu depuis le drame. Ouais, c'est sombre. Il m'a pris mon enfance là, à 3 mètres. C'est bien là. Régis Pérard s'était octroyé le rôle d'infirmier et installait les enfants souffrants dans cette chambre, à l'abri des regards. Pérard était ici, là, et moi j'étais là. J'étais couché sur le côté. Je reviens 48 ans après et la boucle sera bouclée, ouais. Je crois que ça me permettra de guérir. À l'extérieur de ce huis clos, personne ne semble s'être douté de quelque chose. Comme ce voisin, qui vivait déjà à proximité à l'époque du camp. Alors? On dépote, on dépote. Tu connaissais le père Pérard? Oui, bah oui, bien sûr. T'as jamais senti quelque chose de sa part Non. Non, rien. Non, non, moi non. Donc le père Pérard était très respecté ici. Très... Ah oui, je pense, oui. On ne peut pas savoir, hein. Non. On l'aimait bien, il était jovial. Oui. Il était... Très proche des gens. Très proche des gens. Il faisait des très beaux sermons. Voilà. Il était apprécié pour les sermons. Même avec les dernières messes que j'ai été encore là à Beauprat, c'est pas si vieux que ça. Il prenait les enfants avec lui autour du cœur et discutait avec eux. Et les dernières messes, c'était à peu près quelle année? Oh, c'est pas si vieux que ça, hein.
Oui, il y a 4 ans, 5 ans. Ouais. Ouf, à peine, oui. À peine. Oui, alors qu'il n'aurait pas dû venir là, parce qu'il était censé être chez les Petites Sœurs des Pauvres, mais en quarantaine pour son évêque. Oui. Donc il prenait des libertés. Et pourtant, les comportements de Régis Pérard étaient connus de la justice et de sa hiérarchie depuis les années 2000. Pour se reconstruire, Jean-François va tenter de faire la lumière sur cette si longue impunité. À Orléans, c'est enfin l'heure des comptes. C'est la 2e fois en France qu'un évêque est jugé aux côtés du prêtre pour non-dénonciation d'actes pédophiles. Olivier Savignac, 38 ans, a été abusé alors qu'il avait 13 ans dans un camp de vacances. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Qu'il y ait une condamnation, en tous les cas. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut que ce soit une condamnation au sens symbolique pour que tout ça, ça ne se reproduise pas. Je crois que c'est un appel, c'est un signe fort qui doit être lancé aussi à l'Église. En 2010, Olivier avait alerté l'évêque des agissements du prêtre. Mais le prélat n'avait pas averti la justice. Olivier espère que les deux seront condamnés. Le prêtre, Pierre de Castelet, arrive en même temps qu'Olivier au tribunal. Il n'a pas un regard pour sa victime. Comment vous appréhendez ce jour? Je n'ai pas de déclaration, excusez-moi. Dans la salle, Pierre de Castelet affronte seul la justice. L'évêque André Faure, 83 ans, n'est pas là, officiellement pour raison de santé. 25 ans après son agression, Olivier Savignac va enfin obtenir un jugement. Dans l'affaire d'Olivier Savignac, le jugement vient de tomber. L'évêque André Faure est condamné à 8 mois avec sursis pour non-dénonciation d'actes pédophiles. C'est la peine la plus lourde jamais prononcée à l'encontre d'un évêque en France. Le prêtre Pierre de Castelet est condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes, pour atteinte sexuelle sur mineurs. Il ressort libre sous contrôle judiciaire. Parce que vraiment, il y a une audience qui a été vraiment bien menée, il y a des libérés intelligents. Pour Olivier Savignac et ses avocats, justice a été faite. Ce qu'il nous a montré à l'audience, c'est qu'il n'était absolument pas dans l'empathie, dans la compréhension des victimes, et il ne comprenait absolument pas ses gestes. Juste que ce qu'il avait fait était mal, mais pas qu'il nous avait fait du mal à nos victimes. Moi, sur son lit, j'étais sidéré. Je ne pouvais plus bouger. J'étais un objet. Et rien que par rapport à, je crois, ce qui a été prononcé tout à l'heure, pour moi, c'est fermement une décision de justice qui va dans le sens de ce que nous avons ressenti. Donc nous avons été entendus. C'était le procès du silence, mais aujourd'hui c'est la libération de la parole. Et c'est ça, j'en suis très content. De la prison ferme de était dire requis. que Monseigneur Faure est complice, c'est un peu fort de café, non? Je crois tout à fait que Monseigneur Faure a couvert et a protégé cet agresseur. Il a protégé cet agresseur. Et des dizaines et des centaines avant lui, il y en a des dizaines et des centaines qui ont eu connaissance de ces faits, qui n'ont rien dit. Alors pourquoi Monseigneur Faure? Je suis le responsable du comité de soutien de Monseigneur Faure, monsieur. Et donc je ne supporte pas qu'on mette l'opprobre sur un évêque qui est innocent d'une part. Il n'est pas innocent. Désolé, c'est intolérable. Intolérable. Désormais, Olivier va pouvoir se consacrer aux autres victimes et à la prévention. Jean-Pierre Sautreau, lui, sillonne la Vendée pour témoigner et essayer de libérer la parole des autres. Pas simple dans cette région où l'Église a longtemps été toute puissante. Dans toutes les paroisses de Vendée, c'était vraiment le prêtre qui était la figure centrale, comme on dit l'église au centre du village, c'était vraiment ça. Et donc il arrivait avant le maire et bien sûr avant l'instituteur. En fait, c'est lui qui
qui régentait un peu les villages, c'est lui qui pacifiait s'il y avait des querelles de voisinage. Donc le pouvoir du prêtre était considérable. Donc tu veux que je me mette où alors? Tu te mets à côté de Michel. Je me mets là. Non, mais Depuis que l'ouvrage de Jean-Pierre est sorti, le sujet attire les foules dans la région. voilà. Dans la salle, surtout des sexagénaires et des septuagénaires. Et à chaque réunion, de nouvelles victimes se manifestent. Il faut y aller, il faut le dire. Tout à l'heure, on aura des gens très courageux pour témoigner, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, ça fait un sacré bien. D'abord, maintenant, on peut dire qu'on n'est pas tout seul. C'est vrai qu'à un moment donné, on était sacrément seul. Maintenant, on n'est pas tout seul. Troisièmement, tant qu'on ne le dit pas, on inverse la preuve. C'est-à-dire qu'on se croit coupable quand on a été victime. Bien, alors, je prends 5 noms. Alors, monsieur Gérard, monsieur le premier... Ce soir, 7 victimes oseront prendre la parole après des décennies de silence. Monsieur. Le curé m'a violée, disant que c'était normal, que ça faisait partie de la vie, donc je n'ai connu que ça. Je me suis mis en échec scolaire. De là, on m'a convoqué auprès du supérieur, qui était donc un curé également. Pareil, j'ai été obligé de faire des choses, violer également. Donc, je n'ai connu que ça de 9 ans et demi à 15 ans. Je trouve ça abominable. Ce sont des porcs, il n'y a aucun mot pour les qualifier. Je suis désolé, je le dis et j'assume. Et je trouve que toute ma vie a été gâchée. Voilà ce que j'ai à vous dire. Non, je ne voulais pas devenir curé. Pourquoi, papa, m'y as-tu emmené? Au séminaire de Chavagnon-Paillé. J'y partais en pleurant. Pourquoi n'as-tu rien dit? N'as-tu rien fait, maman? Là-bas, j'ai connu 2 curés qui s'amusaient à me tripoter. Alors, je me suis mise à jurer des tonnerres de bon Dieu pour qu'il laisse me barrer, me rendre ma liberté, après m'avoir fait culpabiliser. Putain de Dieu, autant que vous soyez, n'avez-vous ni honte ni scrupule pour ces mots affligés? Et combien de mois, de très longs mois, de nombreux mois après, j'ai cauchemardé. Je ne pouvais plus m'en sortir de ce séminaire. De très longs mois. Et aujourd'hui encore, comme vous pouvez peut-être le constater, j'ai toujours aussi mal. Ce soir, des secrets ont affleuré les uns après les autres. Ces hommes se sentant soudain plus forts ensemble après des années de solitude. 15 jours après la conférence. Salut les amis. Ça va? Jean-Pierre retrouve certains participants avec lesquels il a rapidement noué des liens d'amitié. Alors là, c'est... Ah, ça fait drôle, hein. Ça me fait très très drôle. Moi, j'ai beau... Non, voilà, je m'y fais pas. Hein. On était en train de se demander... Ils ont décidé d'affronter ensemble leur passé en revenant sur les lieux. On était sur la gauche. On était sur la gauche. Il y a des images. Et donc, il y avait une grille, une première grille. C'est ici, à Chavagnon-Paillé, que leur enfance a basculé. Ce bâtiment abritait un petit séminaire censé former de futurs prêtres dès l'âge de 11 ans. Ils attendaient qu'on soit parfaitement alignés et en silence. Petit coup de clocheton et on rentrait. Tu vois, dans l'histoire des bruits... Les enfants pensionnaires étaient coupés de leurs parents et éduqués à la dure par des prêtres. Les prédateurs, recruteurs ont également abusé nos parents et particulièrement nos mères. Ils leur ont fait croire plein de choses. On nous a violé l'esprit, on nous a violé le corps, on nous a violé l'esprit, on nous a enfermés. Et ça fait mal. Et là, tu vois, 60 ans après, je peux pas m'empêcher de couler parce que c'est poignant, c'est... Moi, en revenant ici, je me dis que je n'ai pas été abîmé ici, j'ai été complètement détruit. Et je crois que ma reconstruction, elle s'achèvera lors de mon décès, c'est pas vrai. Environ 4000 garçons sont passés par le petit séminaire qui a fermé depuis. Le bâtiment accueille aujourd'hui une école britannique catholique
sans rapport avec ces faits anciens. Ici, ça se passait exclusivement dans ce qu'ils appelaient les bureaux-chambres. Donc là, on voit au premier étage, là, toute la partie gauche, c'était donc leur chambre. Ils nous apercevaient dans la cour de leurs fenêtres. Donc là, je vous ai amené quelques photos. Donc mon fameux abuseur, on a le fou des fous là, qui se jetait dans les couloirs là, en criant « Je viens de boire la bière, je viens de boire la bière ». On a abuseur. 6. Est-ce que je vais avoir assez de doigts? C'est pas sûr. Il y a combien de prêtres abuseurs sur cette photo? Là, on en a au moins 6. On a calculé 6. Mais on a une difficulté à reconnaître tout le monde, donc voilà. Vous avez remarqué la rue, comment elle s'appelle là? Non. Ah, rue du Calvaire. Rue du Calvaire, hein, c'est pas mal. Joli. Jean-Pierre et les autres ont porté leur croix pendant plus de 50 ans. Des hommes, aujourd'hui tous en rupture avec l'Église. Certains, comme Olivier Savignac, ont gardé la foi malgré tout. Quand on est victime, d'abord on l'est dans son corps, on l'est dans son âme, et lorsque c'est par un homme d'église, on l'est dans sa foi, dans tout ce qui concerne le spirituel, l'être spirituel. C'est un triple traumatisme. On est cassé dans notre foi, on n'a plus de repères sur ce plan-là, alors que finalement c'était des repères de confiance énormes. Olivier vient de créer une association pour accompagner d'autres victimes, notamment sur ces questions spirituelles. Installez-vous, on va s'asseoir. C'est la première fois que le collectif se réunit. En son sein, des victimes, leurs proches, des avocats, mais aussi un invité inattendu. Voilà, Christophe Batut, qui est prêtre ici dans l'Aveyron, voilà, et qui vient soutenir l'association et les actions qu'on va mener. Voilà, je pense que c'est vraiment un partenariat important, et puis parce qu'on veut aussi changer les choses au sein de l'Église. Donc voilà. Maryse a été abusée par un religieux dans un établissement catholique de Rodez, alors qu'elle n'avait que 8 ans. Ça fait 60 ans que je vis avec ça, et j'ai besoin d'en parler, sinon il y a des fois j'ai des idées noires. Tu as besoin de libérer cette parole? Oui, tout à fait. J'ai énormément de mal à rentrer dans une église, pour moi c'est des crises d'angoisse, c'est pas possible, j'ai plein d'angoisse. Je ne cache pas que l'église pour moi c'est fini. J'ai tiré un trait définitif. Je ne peux plus. J'ai plus confiance. Moi, j'ai été violée plusieurs fois, à l'âge de 8 ans. Je sens presque le besoin de vous justifier de quitter l'Église, alors que quelque part, après ce que vous avez vécu, si la foi en chemin s'est perdue ou si vous ne l'avez jamais trouvée, je ne vois pas le besoin que vous avez de vous excuser, de dire mais moi je vais quitter l'Église, Non, pour moi c'est fini, pour moi c'est une secte, point barre. Oui, d'accord. Voilà. C'est tout. Donc je ne veux c'est pas... bien que vous puissiez exprimer que vous n'ayez pas de culpabilité inhérente à cette forme d'aveu-là, quoi. Le prêtre s'est interrogé sur la légitimité de sa présence autour de cette table. C'est très difficile, oui, parce que étant prêtre, moi j'ai le sentiment que le métier, le travail a été sali et que parfois j'ai ressenti moi-même comme prêtre une vraie honte. Et venir prendre la parole ici ou dire on est prêt à faire quelque chose, ça me paraissait important. Et je crois que ce serait dommage que dans ce travail je ne sais pas comment il faut dire, mais c'est de libération, mais de nettoyage des consciences aussi, un travail de vérité, que les prêtres se trouvent exclus, ça m'aurait paru embêtant. Quel regard vous portez sur votre institution, sur l'Église? J'aime toujours profondément mon Église, je vais dire comme Olivier, mais je suis très en colère. Voilà. Pas besoin de développer beaucoup plus, des fois, le simple suffit. Ce soir-là, le nom de l'association sera vite trouvé. Parler et revivre. Dans le village de Massiac, tout le monde se connaît. Pourtant, Christophe et Sylvie se sentent bien seuls avec leurs enfants depuis que le scandale a éclaté. Les gens nous ont invités. En majorité, ils nous ont invités, et c'est encore le cas.
Il faut surtout éviter le sujet, quoi. Et je pense que quelque part, ils ont honte. Je pense que c'est une honte, une peur. Il a le presbytère. C'est ici que tout a commencé. C'est dans ce presbytère, à quelques mètres de l'église, que Philippe Pouzet aurait abusé des enfants. Ah, ça a dû durer 3 ans, là. À peu près, quoi. C'est ce qu'on arrive, nous, à estimer, quoi. Jules est le seul des 4 enfants ayant dénoncé les agissements du prêtre à pouvoir retourner dans l'église. L'adolescent est même resté enfant de chœur. Pourquoi tu es encore servant d'hôtel? Parce que j'ai pas à avoir honte et ça changerait à ce qu'il a fait. Ça changerait à ce que je crois. Et tu crois en quoi? Je crois encore en Dieu et c'est pas pour autant que j'arrête d'aller à l'église. Parce que c'est pas ma faute. J'admire mon fils de 14 ans qui, tous les dimanches, continue à servir de la messe et qui sait faire, du haut de ses 14 ans, qui sait faire la différence entre... Excusez-moi. Qui sait faire la différence entre l'homme et la religion. Je trouve que c'est beau à 14 ans d'avoir ce recul, d'avoir cette maturité. Jules a décidé qu'il n'avait pas à changer de vie. Mais les souvenirs, les images restent vivaces. Ça me dégoûtait. J'avais envie de partir. Certes, ça a commencé par pas grand-chose. Et je pensais qu'il faisait pas exprès. Et au bout d'un moment, quand c'est devenu répétitif, j'ai commencé à le repousser. Et il forçait de plus en plus. Ce qui fait que au bout d'un moment, j'en avais marre de me faire mal. En le repoussant, que j'ai arrêté de résister. Pourquoi tu n'as pas parlé? Parce que j'avais peur. J'avais peur pour les autres. Que si j'en parle pour moi, ils n'en parleraient pas forcément et qu'ils leur fassent encore plus de mal. Jules, pourquoi tu parles aujourd'hui? Pour que les gens voient que j'ai rien à me reprocher, que c'est pas ma faute, que c'est la sienne, et que s'il y a d'autres victimes, qu'elles aussi parlent. Une enquête est en cours sur Philippe Pouzet. Elle devra déterminer s'il a fait d'autres victimes. Voilà. Vas-y, dis-moi quelque chose, Pierre. Eh bien, moi, ce que je voudrais... C'est très bien. Tu vois, c'est pas la peine d'en faire plus, c'est très bien. Après avoir écrit son histoire, Jean-Pierre Sautreau a décidé de raconter celle des autres dans un nouveau livre. Comme lui, Pierre aurait été agressé au petit séminaire de Chavagne-en-Paillé. Est-ce que tu as connu des moments à ce moment-là un peu plus de solitude? En 4e, oui. Oui, c'est ça. Je me souviens du dortoir de 4e, que je regardais les étoiles, et il y en a une que je revoyais tous les soirs, et je l'appelais Mythol, mon étoile. Est-ce que tu en as parlé avec des copains? Malgré les abus, Pierre devient prêtre et donne des cours de catéchisme dans un collège catholique. Mais à 35 ans, son monde s'écroule à nouveau. En fin de journée, je voulais voir un professeur prêtre. Je savais qu'il avait des cours dans telle classe. Et quand ses élèves ont été sortis de la classe, je frappe, je rentre, et je le trouve avec un gamin, un 6e, sur les genoux. Je dis, ah non, là c'est trop. Là m'est remonté tout ce que j'avais vécu. J'ai claqué la porte. Je me dis, sapristi, mais il va pas lui faire ce que j'ai subi. J'imaginais pas qu'on puisse encore faire ça. Et puis là, pas dès le lendemain, mais quelques jours après, je prends la route La Roche vers Chaland. Je vois un camion qui arrive en face. Et en voiture, je me dis, allez, vas-y. Puis au dernier moment, je suis resté sur ma ligne. Je suis revenu sur ma ligne.
Pierre renonce alors à la prêtrise. Mais il ne libère pas sa parole pour autant. Mais je me suis tue pendant 60 ans. Il n'y a que Françoise qui le savait depuis les premiers temps qu'on était ensemble. Je ne l'ai jamais dit à mon père, jamais dit à ma mère, jamais dit à mes frères, jamais dit à la mère de mes enfants, jamais dit à mes enfants. Et je leur ai révélé au mois de novembre. Quand je vois le couple Pierre et François, je suis conscient aussi que c'est une renaissance à deux. Il y a de l'amour dans tout ça, c'est extraordinaire, mais la première chose qu'on cherche les uns les autres, c'est de retrouver de l'amour pour soi. Ça, c'est la première condition, parce que longtemps, moi, je me suis levé en disant « putain de vie, je m'aime pas », quoi. Et il faut commencer à se réaimer pour aimer les autres, hein, parce que sinon, on n'aime personne, en fait. Ouais. Heureusement que tu es là. Comme Pierre, la majorité des victimes essaient d'oublier et se taisent pendant des années. D'autres veulent rompre le silence, mais en sont parfois empêchés. La justice aurait-elle étouffé certaines affaires ? Jean-François Roche en est persuadé. Pourquoi Régis Pérard n'est-il jugé qu'à l'âge de 85 ans ? J'en veux à la justice, oui, la justice. Alors là, c'est le fiasco total. Le procureur d'aujourd'hui reconnaît que les procureurs avant lui n'ont pas fait leur job. Si c'est pas une entrave à la justice, je sais pas ce que c'est. Hein. 3 victimes de Régis Pérard avaient pourtant déjà porté plainte il y a une vingtaine d'années. Nous nous sommes procurés des procès-verbaux surprenants. J'ai reconnu lors de ma première audition dans vos locaux, devant mes proches et devant ma hiérarchie, que j'étais attiré par les jeunes garçons. Je me souviens formellement l'avoir caressé, mais j'ai déjà été entendu sur ce sujet. Je pense qu'il est tout à fait possible que j'ai pu mettre ma main sur son sexe, mais par-dessus ses vêtements. Régis Pérard a donc reconnu certains faits. Les procédures ont pourtant toutes été classées sans suite. 10 ans plus tard, il évoquera même devant une victime la bienveillance de la police. Le prêtre ne sait pas qu'il est enregistré. Puis même, il y avait un qui avait porté plainte à la police. Donc, oui. La police, c'était très sympa d'ailleurs. Ils ont dit bon, mais non, il n'y a pas de raison de faire un procès. C'est une façon d'aimer, qui n'est pas belle peut-être, qui n'est pas très claire, mais c'est une façon d'aimer. Pendant l'audience, Régis Pérard dira avoir pris conscience tardivement de la gravité de ses actes et demandera pardon à certaines de ses victimes. La justice en a-t-elle tenu compte ? À Saint-Étienne, c'est aujourd'hui qu'est rendu le délibéré. Presque 20 ans après les premières plaintes. Salut Jean-Luc. Salut. Bonjour. C'est un combat commun. Voilà, c'est ça. C'est un combat commun. Et on a tous nos marches. Voilà. Bravo d'être là. Ouais, j'étais pas sûr, mais j'avais envie aussi, parce que c'est un peu l'aboutissement, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui va nous réparer. J'espère qu'ils seront pas trop cléments avec... Il faut qu'ils soient justes, et la justice, c'est de pas trop être clément. Alors, Pérard n'est pas là. Alors, c'est vrai que là... Vous ne savez pas pourquoi? Ah non. Ça vous fait quoi de ne pas le voir? C'est déjà un coup de semonce, parce que moi, je pensais au moins qu'il serait là. Après des années d'attente, Jean-François et les autres seront bientôt fixés sur le sort de Régis Pérard. Bonjour Jean. Au tribunal de Saint-Étienne, le jugement de Régis Pérard vient de tomber.
Il est condamné pour atteinte sexuelle par contrainte sur mineur. Bon, c'est une deuxième gifle. Il a pris 18 mois, dont 12 mois avec sursis. Ce qui fait 6 mois ferme. C'est moins que ce qu'avait requis le procureur. Le jugement est une immense déception pour Jean-François. Mais grâce au procès, lui et les autres ont trouvé des frères de combat. Alors on me parle de son âge et tout. Moi, il m'a pas demandé à 12 ans si j'étais d'accord. Hein. Et on me le présentait comme quelqu'un de sénile, il n'est pas du tout sénile. Le procès de Régis Perrard aura eu une immense vertu, faire tomber certaines barrières. En fait, le déni, il a sauté à partir du procès. Donc pour moi, c'est extrêmement récent. Donc il y a un énorme travail à faire. Ouais, mais leur présence, pour moi, était immense. J'ai envie de me mettre contre eux. Quoi. La tendresse volée, la peur d'être à la fois nous-mêmes pédophiles, ne pas avoir d'enfants. J'ai gardé ça seul. Et maintenant, c'est partagé. Quoi. Oui, voilà. Alors ? Dur. Jean-François a 4 enfants, dont Victor, et 3 petits-enfants. 12 mois avec sursis. Tu profites de tes enfants cette semaine? C'est le but? Je pense à ta petite fille. Allez, pense vraiment à tes petits-enfants. Ouais. Allez. Mais je pense qu'il aurait pu leur arriver la même chose. Oui, mais c'est pas le cas. « 7h du matin à Saint-Brieuc. Olivier Savignac assiste à une messe en présence de 2 évêques. Monseigneur Moutel, évêque de Saint-Brieuc, en ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, et Monseigneur Crépy, responsable de la cellule de lutte contre la pédophilie dans l'Église. Tu entends sa voix. Olivier Savignac, Monseigneur Luc Crépy, toute l'Église, tous ceux qui s'engagent pour que naissent de nouveau ceux qui ont subi violence, dégradation, destruction de leur personne par la faute de membres de l'Église. Olivier Savignac va participer à une journée de prévention de la pédophilie organisée par les 2 évêques. Ensemble, ils veulent sensibiliser les personnes en contact régulier avec des jeunes, comme les prêtres et les diacres. Et je dirais de prévention. L'important, c'est d'abord de prendre conscience que notre Église, l'Église catholique, vit une crise extrêmement grave. Nous sommes dans la tempête, mais il faut la traverser. Il faut oser regarder la réalité en face, d'où l'importance que notre journée commence par le témoignage d'Olivier Savignac. J'avais 13 ans, j'étais un adolescent comme tous les autres, et c'est dès mon arrivée au camp que j'ai connu ce qu'on peut appeler l'innommable, l'impensable, de la part du directeur du camp, qui était aussi aumônier spirituel, et qui s'était adjugé les compétences d'infirmier. Et puis, progressivement, il m'a fait me dévêtir pour, soi-disant, contrôler, vérifier. Et c'est là qu'est arrivé ce qui m'est arrivé. Je ne pouvais rien faire. J'avais tellement confiance et j'étais sidéré par la situation. Nous avons été victimes, nous, enfants d'hier, mais nous devons protéger les enfants d'aujourd'hui et les enfants de demain. Voilà.
Est-ce que l'Église a protégé ces prêtres pédophiles? C'est vrai que pendant tout un temps, des décennies, on a couvert, on a caché dans bon nombre de pays. Et ça, c'est condamnable et voilà, et on a honte de ce qui s'est passé là. L'Église le reconnaît enfin. Oui, elle a couvert des prêtres pédophiles. Oui, elle a déplacé de paroisse en paroisse des prêtres agresseurs. Mais pour elle, il s'agit d'histoires anciennes. Et pourtant, il semblerait que certaines fautes n'appartiennent pas au passé. Olivier Savignac a pris contact avec les parents des 4 enfants qui ont dénoncé les agissements de l'ancien prêtre de Massiac. C'est la première fois qu'il les rencontre. Bonjour, ça va? Bonjour Olivier. Olivier, enchanté. 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 Salut. Annabelle. Bonjour Annabelle. Pardon. Bonjour. Excusez-moi. Sylvie. Où ça en est alors par rapport à vous, les démarches et tout Alors les enfants ont été entendus par le juge d'instruction. Ouais. Nous pas encore. Nous on est dans l'attente. D'accord. Après il semblerait qu'au cours de l'enquête ils aient trouvé d'autres victimes. Ils ont trouvé d'autres victimes. Ouais. Ou c'était avant? Avant. Ah, donc plutôt Saint-Flour. Saint-Flour et encore là. Et encore avant. Oula, d'accord, donc c'est du lourd en fait. Voilà. Ouais. Philippe Pouzet aurait abusé d'autres jeunes au gré de ses affectations, et ce, sur une durée de 25 ans. L'évêque de Saint-Flour aurait pourtant été alerté de certains agissements du prêtre. Une personne avait écrit à l'évêque en 2012 pour dénoncer des faits commis par ce prêtre, et rien n'a été fait. Rien n'a été fait, c'est une personne de notre paroisse qui avait écrit, en 2012. Là, j'ai la certitude qu'au moins depuis 2012, il a couvert. C'est-à-dire que couvrir, c'est une chose. Couvrir des faits anciens, il ne s'est rien passé depuis, c'est déjà grave. Mais par contre, permettre encore à ce qu'un agresseur ou un prédateur s'en prenne à des enfants, là, c'est de la complicité. Mais ce monsieur, en 2012, s'il avait fait ce qu'il devait faire, les 4 enfants, là, ils n'auraient pas été inquiétés. Et ils l'ont été. Et ils souffrent là, tous les jours. Au revoir, merci. Celui qui a alerté l'évêque du comportement de Philippe Pouzet est parti vivre dans l'ouest de la France, loin du Cantal, loin du prêtre. Il préfère conserver l'anonymat. Le 23 avril 2012. Monseigneur Gruat, je vous écris ce courrier afin de porter à votre connaissance des faits qui ont eu lieu avec le père Philippe Pouzet il y a une dizaine d'années. Raphaël a longtemps été enfant de cœur. Quand il aurait été agressé en 2002, il venait d'avoir 18 ans. Le prêtre l'aurait invité à venir s'exercer à l'orgue dans sa nouvelle église et passer le week-end au presbytère avec lui. Il a commencé à se rapprocher de moi et à me caresser, d'abord le torse, puis après plus, je le repoussais, mais il continuait. Je me suis extrait de ses mains et je suis parti me coucher, espérant ne plus le revoir près de moi. Mais une dizaine de minutes plus tard, il est entré dans la chambre, il était en caleçon. Il est rentré dans mon lit, me disant qu'il voulait dormir près de moi. Je tentais à nouveau de le repousser, mais il insista et se colla contre moi en me caressant à nouveau. Je dus crier et lui dire que je voulais partir pour que ce calvaire s'arrête. Raphaël ne dit rien pendant 10 ans, jusqu'au jour où il comprend qu'il n'est sans doute pas la seule victime. Je suis allé à une messe à Massiac et j'ai vu comment il se comportait avec un des enfants. Et je me suis revu, en fait. Et j'ai vu son comportement à prendre le gamin, à l'enlacer, à machin. Je me suis dit, c'est pas possible, il refait pareil, quoi. Et quand j'ai écrit à l'évêque, c'est vraiment pour ça. C'est ce qui a déclenché, je me suis dit, mais il faut l'arrêter, quoi. L'évêque n'a pas bougé un seul doigt, mais c'est surtout que Pouzet continue d'agir, il est en paroisse, en contact avec les jeunes. Rien ne le dérange. Nous avons voulu savoir pourquoi l'évêque Bruno Gruat
n'avait pas jugé bon d'éloigner le prêtre des jeunes. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Madame, je maintiens ma décision de ne pas vous accorder d'interview. J'ai déjà répondu 10 fois aux questions que vous évoquez. À chaque fois, mes propos ont été tronqués, déformés, interprétés. Je ne pense pas utile de me prêter à ce jeu une fois de plus. Cordialement, Bruno Grua. Quel rôle joue la hiérarchie de l'Église ? Dans une autre affaire, c'est ce que doit déterminer le tribunal correctionnel de Lyon aujourd'hui. Philippe Barbarin, cardinal et archevêque de Lyon, comparaît pour non-dénonciation d'agression sexuelle par un prêtre sur de jeunes scouts. Monseigneur Barbarin. Venez. Monseigneur, vous êtes dans quel établissement? Monseigneur Barbarin. Je répondrai à la justice, c'est elle qui m'appelle aujourd'hui. Je me présente à elle. Même s'il est extérieur à cette affaire, Jean-François Roche a voulu assister à ce procès hautement symbolique. Et on est juste avant le pape, là. Barbarin, c'est le dernier rempart. Hein. Jean-François voulait rencontrer l'une des figures de la libération de la parole sur la pédophilie dans l'Église. L'un de ceux qui s'est battu pour que le cardinal soit aujourd'hui jugé. Violenté sexuellement. Jean-François Roche, salut. Ça va, je tenais à te voir et puis... Bah écoute, merci beaucoup à toi. Ouais, c'est... Merci d'être là. Merci de m'avoir montré la voie, ouais. Jean-François, ça représente quoi pour vous d'être là? Ah, c'est important, moi, c'est mon maître. Non, mais il faut, dans les combats, il faut qu'il y ait des gens qui montrent la voie, ouais. Dans la salle d'audience, l'image est forte. Celle de l'un des plus hauts dignitaires de l'Église catholique sur le banc des prévenus. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Pendant 3 heures, le cardinal Barbarin va s'expliquer, se retranchant régulièrement derrière les consignes du Vatican qui lui auraient demandé de gérer l'affaire sans scandale. À l'issue de la journée, l'archevêque de Lyon sortira par une porte dérobée. Maître. Après cette première journée, première audition. Il a des responsabilités. Il a des responsabilités civiles. Non mais attendez, attendez. Dans quel pays vivez-vous? Vous pensez qu'il peut décider tout seul pour les biens de l'Église, pour le mal de l'Église? Enfin, c'est plaisant, mais ça n'existe pas. Ça n'est pas un. Donc l'Église est au-dessus des lois. Ça n'est pas un abbé gilet jaune. Il décide pas sur le rond-point à l'entrée de la Croix-Rousse. L'Église est au-dessus des lois civiles. Non, il n'est pas au-dessus des lois. Non, mais attendez, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Il n'est pas au-dessus des lois. Au-dessus de lui, il y a le ciel. Je vous souhaite une bonne soirée. 2 mois plus tard, le jugement tombe. 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Le cardinal remet sa démission au pape, qui la refuse en attendant le procès en appel. Ces scandales à répétition à travers le monde ont finalement poussé le Vatican à réagir. Pour la première fois, va s'y tenir un sommet pour lutter contre la pédophilie dans l'Église. Seules 2 victimes françaises ont été invitées, dont Olivier Savignac. Bonjour, Olivier, enchanté. Bonjour, enchanté. Merci d'être là. C'est très symbolique ce qui se passe, c'est historique aujourd'hui. C'est la première fois que des victimes vont rencontrer vraiment les personnages clés des hommes du sommet du Vatican sur les abus sexuels. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça s'organise. Olivier et les autres victimes sont reçus par de hauts dignitaires de l'Église, mais ils ne verront jamais le pape.
3 heures plus tard, les 2 Français ressortent. Là, je crois que c'est un très très bon premier point parce que c'était cette rencontre. Et je crois que le fait d'avoir été entendu par ces prélats qui sont quand même les chevilles ouvrières du Vatican sur la question des abus sexuels, c'était pas rien. Et je crois que chaque témoignage de chaque victime a été très fort. Et voilà, moi je voulais ressortir avec des réponses. Et très sincèrement, je vous avoue que je ne les ai pas. Pourtant, j'ai bien insisté dans mes questions. C'est vrai qu'ils ont dit, eux, finalement, qu'en substance, ils attendaient d'abord cette rencontre avant de dire quoi que ce soit. Nous, on ne veut pas être l'exception et on ne veut pas... Le lendemain, à l'ouverture du sommet, les yeux du monde sont tournés vers le pape François. L'Église doit faire son mea culpa. Le saint peuple de Dieu nous regarde et attend de nous, non pas des condamnations simples et faciles, mais des mesures concrètes et efficaces. Des promesses, mais pas d'actes concrets. Pour beaucoup, c'est un rendez-vous manqué. En France, Jean-François Roche et son épouse Véronique n'attendent plus rien de l'Église. Aujourd'hui, ils prennent une décision importante. Demande d'apostasie. L'apostasie, une procédure pour quitter officiellement l'Église catholique avec un simple courrier envoyé à l'évêque de son lieu de baptême. J'ai décidé de faire cette demande d'apostasie parce que un homme d'église a pris la vie de mon mari et a pris notre vie. Il y a eu un mal-être pendant des années. J'ai une haine contre l'Église. C'est plus que la colère, c'est la haine. À Massiac, en attendant le procès de Philippe Pouzet, Sylvie, Christophe et leurs enfants essaient par moments de mettre la tragédie entre parenthèses. Malgré tout, la vie continue. De toute façon, il faut bien qu'elle continue quand même. Donc voilà, mais il y a des petits moments comme ça où ça fait chaud au cœur, quoi. Tout simplement. Fort des dizaines de témoignages qu'il a recueillis, Jean-Pierre Sautreau a repris sa plume. Si j'avais pas eu l'écriture, je pense que... je serais peut-être plus là d'ailleurs, mais je pense que... Oui, je pense que j'aurais été très malheureux, quoi. Ouais. Tu étais l'enfant, tu étais l'enfant. Comme Olivier Savignac, des enfants du silence prennent aujourd'hui la parole les uns après les autres. Des enfants du silence qui veulent devenir, enfin, des adultes libérés.